Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir. Moi, je suis absolument ravi de la possibilité qui est offerte ce soir de voir un film comme celui-ci en salle. Je ne pense pas que ça arrive tous les 4 matins. Le film est long, il dure 2h40. Il est aussi très mouvementé et enthousiasmant. Je vais essayer d'être bref. Ce film, bon, vous connaissez Andrzej Wajda, qui est sans doute des cinéastes polonais le plus célèbre, le plus international, le plus aimé et récompensé par les festivals internationaux. Il gagnera en 1981 une Palme d'Or avec un film qui s'appelle L'Homme de fer et qui, d'une certaine façon, est la suite de L'Homme de marbre. Moi, j'ai choisi ce film. Nous avons choisi ce film avec Jean-Paul pour une raison. Alors, pour une raison. D'abord, parce qu'il y en a d'autres que je dirai peut-être tout à l'heure. C'est que la question du rapport et de la rencontre, plutôt, entre le cinéma et l'histoire fait partie des questions qui ont intéressé, même hanté Danet pendant tout le temps. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que lorsque le film est sorti, il en a rendu compte dans les cahiers du cinéma, fin 78, début 79, un article assez mitigé, accompagné d'un article de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Jean-Paul Fargier, qui pour sa part est un assassinat du film, puisque la première phrase de l'article de Fargier, c'est « L'Homme de marbre est un film en plâtre qui se voudrait en bronze ». Et la suite est à l'avenant. Dans quelques numéros des cahiers plus tard, les cahiers publient une longue table ronde qui s'intitule « L'Homme de marbre et de celluloïd », à laquelle participent aussi bien des critiques des cahiers comme Pascal Bonitzer et Jean Narboni, mais aussi un historien, François Géré, et 2 personnalités qui ne sont pas n'importe lesquelles pour un film, disons, sur fond d'ouvriérisme et de soviétisme et de communisme, pour dire les choses très rapidement. L'un qui est Robert Linhart, l'auteur de L'Établi, ce fameux livre, et l'autre qui est le philosophe Jacques Rancière, qui à l'époque était moins connu qu'aujourd'hui, mais quand même. Bon, manifestement, ces 2 articles qui sont parus à la sortie, même si Danet était le rédacteur en chef, ne sont pas bien passés. D'ailleurs, dans le chapeau de la table ronde, il est dit « Les 2 articles ont suscité quelques remous ». On a pensé qu'ils étaient passés à côté du film. Donc, une table ronde de 15 pages pour, en gros, essayer de rattraper un ratage. Alors, je ne sais pas si pour Danet, ça lui est resté en travers de la gorge. Après tout, il était rédacteur en chef, donc cette table ronde, il a bien voulu qu'il l'accepte. Mais il va se passer une chose extrêmement intéressante, de mon point de vue, c'est que ce film, que sur le moment, il a vu, puisqu'il a écrit dessus, il ne va cesser d'y revenir. C'est un film qui va progresser, d'abord qui va être une référence constante dans ses articles, et qui va être une référence dans le sens du terme, parce qu'il va en parler, et une référence au sens aussi d'un critère. Il ne va pas arrêter de dire, en fait, ce film, sur la rencontre entre cinéma et histoire, est extrêmement important, et peut-être même que c'est la dernière fois que vraiment quelque chose a lieu là. Alors là, vous allez voir quoi ? C'est dans le cadre de ce que Danet appelle, disons, les films du dégel. Il va écrire sur L'Homme de fer, mais il va écrire sur L'Homme de fer d'une certaine manière pour rattraper le coup sur L'Homme de marbre. Donc il ne va pas cesser de rattraper le coup. Bon, et on va voir d'une certaine manière que c'est aussi ce dont le film parle. Au point que, et c'est juste ce que je voulais vous lire en commençant, et je ne pense pas du tout que ça puisse abîmer votre vision du film, au point que lorsqu'en 1991, donc presque 15 ans plus tard, et très peu de temps avant sa mort, on lui propose de participer à un dictionnaire du cinéma, comme il s'en publie pas mal à ce moment-là. Moi, je sais, j'étais étudiant, j'en avais. Vous savez, des dictionnaires du cinéma où il y a des notices, des choses comme ça, et donc on fait participer un peu les spécialistes. Mais c'est des tout petits articles, c'est vraiment... ça m'a toujours étonné qu'il ait accepté ça. Donc il écrit quelques notices, donc sur des films très importants pour lui, La Nuit du Chasseur, Les Contes de la Vague après la pluie, Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, Les Contrebandiers de Moonfleet, La Mort aux trousses, donc des chefs-d'œuvre patentés, et sur L'Homme de marbre. Et voici ce qu'il dit. C'est très bref, il y a d'abord 30 lignes de résumé du film, qu'évidemment je passe, et puis un petit commentaire en italique, qui s'intitule « Un magistral puzzle sociologique ». L'Homme de marbre est un film exceptionnel. Celui où un cinéaste d'un pays socialiste a trouvé à la fois le courage qu'il fallait pour faire revenir un passé refoulé, l'intelligence pour qu'il revienne sous une forme complexe et la forme de récit éclaté qui correspond à cette complexité. Quelques années avant les événements de Gdansk, les grandes grèves de l'été 80 qui aboutissent aux accords de Gdansk et à l'autorisation pour la première fois de syndicats indépendants, c'est de là d'où va émerger la figure de Lech Walesa, auquel Wajda consacrera aussi un film sous le titre L'Homme 2, beaucoup plus tard, qui s'appellera L'Homme du peuple. Quelques années avant les événements de Gdansk, Wajda, cinéaste célèbre mais parfois académique, mène son propos de main de maître.
Alors, racontant l'histoire de, là je vous dis, c'est pas grand-chose, mais je vous passe quand même, avec la grandeur de Wells, retraçant celle d'un Kane. Alors, c'est intéressant, je dis que bref, je suis déjà trop long, mais c'est intéressant parce que dans son article de l'époque, justement, Danet dit « Ah ben ce film n'a rien à voir avec Citizen Kane », mais là, il est le contraire. Alors, est-ce qu'il s'est relu? Est-ce que ça lui est resté? J'en sais rien, mais c'est intéressant. Le principe du puzzle qui montre les personnages avant et après permet de dresser un tableau vivant de la société polonaise. Grâce au talent et à la violence ingénue des acteurs qui interprètent Birkut et Agnieszka, ces deux personnages sont uniques dans le cinéma contemporain. Birkut est interprété par un acteur qu'on connaît bien, nous, parce qu'il aura une carrière française, chez Godard, chez Rivette, chez d'autres. Il aura une vraie carrière française. Et son nom, c'est Jerzy Radziwiłowicz. Et Agnieszka est une actrice qui, je pense, c'est très étonnant parce que manifestement, elle a fasciné, entre autres, Godard, qui lui consacre une vingtaine de pages dans un numéro spécial des cahiers. On vous montrera ça tout à l'heure, qui s'appelle Krystyna Janda. Voilà. Et ce film vaut aussi par ses acteurs. Il faut savoir, dernière chose, mais bon, je tenais à vous dire tout ça, que L'Homme de marbre ouvre un moment absolument unique, je crois, dans l'histoire du cinéma polonais, sinon dans l'histoire du cinéma polonais, en tout cas dans la réception du cinéma polonais, notamment en France. Entre L'Homme de marbre, donc 77, mais sorti en France fin 78, et le coup d'État, je crois qu'on parle de coup d'État de Jaruzelski, donc je crois que c'est toute fin 82, se développe une école qu'on appelle l'école de l'angoisse ou de l'anxiété morale, qui produit un certain nombre de films absolument passionnants, que moi je ne connaissais pas du tout avant de travailler sur Danet, et qui sortent, beaucoup de films sortent, avant Gdansk et après Gdansk. Ça donne lieu à beaucoup d'articles. Danet ira même jusqu'à publier en 1980 un dictionnaire du nouveau cinéma polonais. Vajda, si on peut dire Skolimowski, mais Skolimowski est déjà parti, mais aussi les premiers films d'Agnieszka Holland, les premiers films de Krzysztof Kieślowski, les films de Christophe Zanussi et des films de cinéastes qu'on a oubliés, c'est dommage, parce que moi j'en ai vu certains qui étaient très beaux, comme Philippe et Bayonne et d'autres. Donc là, il y a un moment polonais qui est très important pour Danet, qui ira à Gdansk, mais pas simplement, qui est très important pour le cinéma et la cinéphilie en France en général. Voilà. Et ben c'est parti pour L'Homme de marbre. Donc tu me disais le titre polonais, Jean-Paul, c'est Skłowiec... Non, je ne veux pas dire... Z Marmuru. Pardon. À tout à l'heure, et très bon film. Mais c'est un film, vous allez voir, c'est une fresque, c'est un film très long, mais très énergique. Voilà. Alors peut-être juste vous dire pour commencer, ce qu'on voit à la fin, la rencontre entre Agnieszka et le fils de Birkut, c'est la prémisse de ce qui sera la suite. L'homme de fer, qui va raconter leur histoire à tous les deux. Et alors une des raisons pour lesquelles ce film est devenu très important pour Danet, mais est devenu très important tout court, et d'ailleurs a remporté un succès absolument considérable en Pologne. Alors évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir, mais il se finit au chantier naval de Gdansk, je ne sais pas comment on doit dire, là où auront lieu les grèves, les énormes grèves de l'été 1980, qui aboutiront, comme je le disais tout à l'heure, au dit accord de Gdansk, l'autorisation de syndicats indépendants, le mouvement Solidarność, et ce mouvement, ces 500 jours, je crois, qui vont changer la face de l'histoire de la Pologne, au moins jusqu'à l'arrivée de Jaruzelski, et dont on va parler dans le monde entier. Et alors, dans L'Homme de fer, il va être question à la fois, donc, qui est un film qui date de 1981, qui remporte la Palme d'Or en mai 81, que Vajda tourne très vite après les événements de 1981, et qu'il peut tourner dans une grande liberté, à la fois grâce à ces événements et grâce au succès que rencontre ce film-ci. Dans L'Homme de fer, on va d'un côté revenir sur les circonstances de la mort de Birkut en 1970. Vajda avait d'ailleurs prévu qu'à la fin de ce film-ci, les circonstances de cette mort soient révélées.
Il est mort pendant la répression de très importantes manifestations en 1970, manifestations dont on considère d'ailleurs qu'elles ont été comme une sorte de répétition avant celle de 80. Donc on verra, d'un côté on va revenir sur sa mort, et d'un autre côté on va suivre, d'une certaine façon en direct, en tout cas sinon en direct, au présent, l'implication du fils Birkut, j'ai oublié son prénom, évidemment c'est pas toujours facile, les prénoms polonais, et de Agnieszka. Bon. Voilà pour donner quelques éléments si vous avez envie de voir la suite. Une chose par laquelle je peux continuer de commencer, si je puis dire. Ah pardon, Jean-Paul, il ne faut pas que j'oublie que le dernier train est à 23h02. Je le sais parce qu'il y a des interruptions, il y en a moins là en ce moment, pardon. Alors, une des choses qui ont intéressé Daney quand le film est sorti, et qui, je pense, peuvent continuer à nous intéresser aujourd'hui, même si son article était un peu mitigé. Ce qui l'intéressait beaucoup, c'est la manière dont le film mêle deux époques, évidemment, mais pas deux époques tout court, deux époques et deux fonctions du cinéma. D'un côté, il nous est montré comment cet ouvrier modèle, un peu une sorte de Stakhanov, il nous est montré comment sa figure a été construite et mensongèrement construite par le cinéma. Hein. Bon, on peut dire cinéma au sens large, hein. Actualité, documentaire, bon, voilà. Hein. Progressivement, assez vite d'ailleurs, on apprend que ce haut fait qui l'a rendu célèbre et qui a fait de lui cet homme de marbre dont on fait des statues et dont le portrait a été affiché, cet exploit d'assembler 30 000 briques en une journée ne s'est pas déroulé, en vérité, tel que le cinéma, tel que les images ont voulu en transmettre l'iconographie, quoi. Bon. Et ça, c'est une chose qui intéresse énormément Daney, parce qu'il dit, voilà, on est à un moment, et il le développera dans des articles plus tard, on est à un moment où on comprend, en tout cas où lui comprend, moi j'y étais pas, donc je ne sais pas si c'était une idée reçue, où on comprend que le cinéma a été contemporain et a joué un rôle particulièrement fort dans ce que lui appelle les grandes manutentions humaines, les manipulations, mais des manipulations d'images qui ont aussi été des manipulations de masse. Bon. Et il dit, c'est un film qui est fait par un cinéaste et dans un pays où le cinéma est marqué d'un soupçon très grave, d'un soupçon très net, parce qu'on sait que le cinéma a participé a été au premier rang d'une sorte de grand mensonge. Bon. Et ce mensonge, on en trouve des traces assez nettes à plusieurs moments du film. Hein. L'entrevue à la fin, la visite à la fin avec son père, hein, où lui semble très méfiant à l'égard de ce que le cinéma peut faire. Hein. Est-ce que tu étais honnête? Est-ce que tu as un petit peu menti? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une caméra pour faire ce que tu fais? Bon. Et peu de temps avant, lorsque Birkut, qui a décidément le cuir dur, accepte de se prêter, si je puis dire, à une mise en scène de plus en étant le premier qui va voter. Bon, il accepte et en même temps, quand le caméraman s'approche de lui, là je cite des scènes sur lesquelles Daney s'appuie aussi, bon, il lui dit « Ah, vous continuez votre... » En gros, « Ah, vous filmez encore, vous continuez votre cinéma. » Comme ça. Donc, on voit qu'il y a une très grande méfiance quand même à l'égard de ce que... d'une sorte de complicité du cinéma avec avec le mensonge communiste, pour dire comme ça, pas les choses comme ça. Bon. Donc, pour Daney, moi, je trouve que, en tout cas, en le revoyant le film ce soir-là, parce que je l'ai découvert grâce à lui, mais c'est pas un film qu'on revoit quand même tous les 4 matins, je trouve que c'est juste, il y a ça, et puis d'un autre côté, le film raconte l'histoire d'un film qui est un film le film de Vajda intègre un film dans le film, mais ce film dans le film est aussi un film sur le cinéma, d'une certaine manière, puisque c'est un film qui l'enquête progressivement menée par Agnieszka va la conduire à comprendre plusieurs choses. Je dirais, d'abord, à comprendre plusieurs choses, elle va se rapprocher progressivement de Birkut, elle va comprendre un petit peu les choses,
et elle va, elle va ravaler un petit peu son ambition ou sa prétention. Hein, vous l'avez vu, bon, c'est un personnage qu'on peut trouver un peu insupportable, parce que c'est vrai que l'actrice dont c'est le premier rôle, Christina Yanda, en fait des caisses, et en même temps je la trouve assez fascinante. Donc au début, elle part avec elle part vraiment la fleur au fusil, hein, avec une vision du cinéma très pleine d'esbroufs. Hein. Alors, pas de caméra, elle refuse le trépied au début, elle chevauche elle-même la statue de l'homme de marbre, elle est à la recherche du sensationnel, et vous l'avez vu, progressivement, je ne dirais pas qu'elle renonce, mais elle en rabat assez nettement du côté du sensationnalisme. Hein, jusqu'à la scène avec l'ex-femme, l'ancienne femme de Birkout, où où on voit bien l'énorme distance qu'elle a franchie depuis le moment où elle essayait de voler des images à ce type-là devenu vaguement pornographe. Là, elle dit à ses collaborateurs que jusque-là, pourtant, elle n'a cessé d'encourager à voler des images. Elle dit non, vous vous rendez pas compte, un peu de décence. Bon, voilà. Donc c'est intéressant parce que, en tout cas, c'était la lecture de Danet, et moi je la trouve juste. En fait, il disait, et je vais vous lire un petit passage, parce que ce sera peut-être plus clair, mais je vais vous lire plusieurs passages qui vont... D'abord, son texte est divisé en 5 points, et dans le premier, il s'appuie entre autres choses sur des propos de Vajda. Les jeunes, dit Vajda, ont besoin de savoir pourquoi leurs parents sont tellement nerveux, pourquoi ils mentent, pourquoi ils font tant de choses qu'ils ne devraient pas faire, et pourquoi de temps en temps, on apprend qu'ils ont fait des choses formidables dont on n'avait jamais entendu parler. Bon. Mais un peu plus bas, au début du 3e point, il en vient plus directement à ce que je disais à l'instant. Enfin, je vais vous lire d'abord, la fin du 2e point, parce que ça enchaîne avec le 3e. Alors, la fin du 2e point, c'est une phrase très complexe, avec, 8 tirets, 3 parenthèses et des mots en italique. Je vais essayer de m'en sortir. Comment le cinéma, contemporain des premières grandes manutentions de masse, celles qui eurent pour objet l'espèce humaine et son devenir, du surhomme à l'homme nouveau, donc comment le cinéma, contemporain et complice du fait même de sa vocation réalistique qui le voue évidemment à tous les trucages, le cinéma, sans lequel le corps hors sexe des stars du travail n'aurait jamais pu être aussi facilement proposé à l'adoration des masses. Bon, on voit très bien à quoi il pense ici, dans l'homme de marbre. Comment le cinéma, qui fabriqua tant de mensonges, comment pourrait-il se relever du terrible soupçon qui a été porté sur lui? Et pour Danet, ce film, c'est l'entreprise qu'il se propose, relever le cinéma de ce soupçon. D'où ce 3e point. C'est pourquoi la vraie question de l'homme de marbre n'est pas le stakhanovisme, beau sujet pour marxologue déçu, mais plutôt comment réhabiliter, en italique, le cinéma, ce cinéma dont plus personne, et peut-être à l'Est plus que nulle part ailleurs, ne semble attendre un gramme de vérité. De ce soupçon porté sur le cinéma, le film de Vajda ne cesse de témoigner. Bon, alors je vais reprendre des choses que j'ai dites, mais comme ça les rendra plus claires, et puis dans les mots de Danet, ça l'est quand même davantage qu'avec moi. 2 exemples dans la scène clé du film entre Agnieszka et son père. D'ailleurs, dans la très longue table ronde, c'est vraiment une lecture éprouvante qui va être publiée quelques numéros plus tard des cahiers, avec Rancière, avec Lénart, avec François Géré, Narboni et Bonitzer. Il s'attarde beaucoup sur cette scène. Dans la scène clé du film entre Agnieszka et son père, celui-ci laisse échapper, gentiment ironique, vous les cinéastes, 3 petits points. Bon. Alors, il parle du mépris pour le cinéma, je saute un peu quand même. Il dit mépris, donc ce mépris pour les manières du cinéma, les mensonges du cinéma, dont Vajda nous dit qu'il est assez largement mérité c'est bizarre comme phrase, par l'establishment des cinéastes polonais d'aujourd'hui. Ah oui, je pense que oui, bon, c'est pas assez bizarre. Si l'on en juge par sa galerie de monteuses aigries, et là aussi,
Vous avez vu, là c'est moi qui reprends la parole, vous avez vu l'itinéraire de la monteuse est presque trop linéaire. Hein. Elle commence par dire « je monte ». Je ne suis pas là pour penser, et à la fin elle dit « je monte, mais je raisonne aussi hein ». C'est très clair que là, de l'apparatchik volontairement aveugle au sens de son travail, à au contraire celle qui dit « ne faudrait pas me prendre pour une employée incapable de voir, je raisonne aussi », la trajectoire est très claire, qui est d'ailleurs aussi une trajectoire, et Danet revient à la fin de son texte, disons féminine, parce qu'elle finit par faire alliance avec cette jeune femme qu'au début, elle ne voyait pas venir d'un œil très, très positif. Donc c'est vraiment, de ce côté-là, le film raconte une histoire, alors que des millions de films ont raconté, c'est-à-dire l'histoire d'un dessillement, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui, au début, ne voit rien, d'une fonceuse qui fonce à toute allure, sûre de son charme. Vous avez vu comment elle met ses pieds à l'ouverture dans l'entrée de la voiture. Il est extraordinaire ce plan. Donc absolument sûre de son charme, de son bon droit, et avec un peu comme ça d'arrivisme, hein, et presque de cynisme dans son arrivisme. Et puis progressivement, au fur et à mesure que Agnieszka découvre les choses, elle apprend un peu elle s'amortit, quoi. Hein. C'est très très... De ce côté-là, le film est, je dirais, presque trop... Alors, il est très complexe par plein de côtés, et moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, mais en revanche, il est très complexe dans sa construction et dans l'itinéraire de Birkout, parce qu'en dépit des avanies qu'il subit, il est toujours prêt toujours prêt. En tout cas, il ne dit jamais absolument non pour servir le régime, mais dans sa morale, je trouve... En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le film est presque trop clair. Galerie de monteuse aigrie, bureaucrate flou, cinéaste arrivé et coquet, Burski, hein, celui qu'on voit au début, là, qui rit à chaque fin de phrase, sans oublier Agnieszka, là, vous allez voir, dans la motivation de départ, voilà, c'est intéressant ça, et rien de moins que de réaliser un scoop avec des effets à l'américaine, symbolisés par le grand angle, comme tous les cinéastes de l'Est, elle lorgne vers l'Ouest, pas mal d'esbrouf et beaucoup de cynisme. Car une chose est de faire la vérité sur les simulacres d'hier, une autre est de confier cette vérité à un médium, le film, passablement disqualifié. Plus que jamais, le médium, c'est le message. Évidemment, là aussi, l'histoire du grand angle hein, fait partie vraiment de la, comment dire, oui, du propos du film. Hein. Elle abandonne le grand angle, elle décide qu'on va maintenant utiliser le trépied, elle se montre plus sympathique avec ce vieux technicien à l'ancienne que jusque-là elle avait bousculé, et donc progressivement elle apprend, hein, et elle apprend quoi d'ailleurs au bout du compte, ça aussi Danet le dit, mais je peux aussi le dire moi sans m'appuyer toujours sur lui, elle apprend en dernière instance à se passer de caméra. Elle se présente pour rencontrer le fils de Birkout. Elle a avec elle n'a plus de caméra, elle a avec elle un appareil photo, et si j'ai bien vu la scène, elle renonce à le photographier. Elle commence à sortir son appareil photo et elle renonce. Hein. Donc de ce côté-là, le film vraiment propose une réhabilitation du cinéma, mais aussi en passant par l'idée que pour le réhabiliter, il faut un moment... savoir s'en passer, quoi. Savoir s'en passer, peut-être pour réinitier quelque chose. Bon. Là, encore une fois, pour moi, le film est absolument clair. Mais je voulais vous lire, parce que ça, c'est quelque chose que sans Danet, je pense, je n'aurais absolument pas vu. C'est à propos de la fin du film et de la rencontre entre Agnieszka et le fils Birkout. Alors, bon, je vais quand même vous lire ce paragraphe en espérant que ça passe. Aussi, la double fiction, le film dans le film, ne m'apparaît-elle pas seulement comme un truc à la Cassinti, je vous avoue, je ne sais pas qui est Cassinti, voilà, destiné à n'aller jusqu'au bout d'aucune des deux, mais comme le moyen inventé par Vajda pour tenter cette réhabilitation du cinéma, changer le médium et, en italique, changer le message, et en italique, réparer le médium, comme on répare une machine faussée. C'est le sens de l'itinéraire d'Agnieszka. À mesure qu'elle se prend d'affection pour son personnage, elle se rapproche de son sujet, entre guillemets, au double sens du mot.
À mesure qu'elle se rapproche de son sujet, elle abandonne ses grands airs et son grand angle, avant d'être peu à peu dépossédée de son pouvoir de cinéaste et de perdre entièrement et de le perdre entièrement au moment où elle se décide. Bon. Mais c'est un peu plus bas, voilà. L'alliance entre Agnieszka et le fils Birkut est alors ce qui scelle idéologiquement une sorte de réconciliation généralisée, présent et passé, filmeur et filmé, intellectuels et ouvriers, hommes et femmes. Tour de passe-passe, trop beau pour être vrai, par lequel Vajda sauve le maximum de meubles. Là, ces mots sont en italique. Bon, sauver les meubles est une expression que Danet, pour une raison qui m'échappe, utilise souvent. Sauve le maximum de meubles après avoir cassé la baraque. Il n'est dès lors... Alors là, c'est là où je voulais revenir en vérité. Il n'est dès lors pas indifférent que son personnage principal soit une jeune femme, dont le côté garçon manqué fait écho à la féminisation du héros du travail star du passé. Le regard que porte Agnieszka sur les années 50, dont Vajda dit qu'elle joue pour les jeunes Polonais le rôle des années 30 chez nous, et on voit très bien pourquoi, ce sont les décades des totalitarismes, est obligatoirement un regard rétro, c'est-à-dire un regard qui érotise, qui peut enfin jouir directement, sans sublimation, des idoles tombées du culte d'hier. Alors, je devrais peut-être préciser ici que lorsque Danet parle de regard rétro, et que pour lui le regard rétro est une sorte d'érotisation du passé, c'est pour lui en tout cas à ce moment-là, en référence directe à ce que les cahiers avaient appelé la mode rétro. C'est vrai, à une époque où beaucoup de films revenaient sur des éléments de l'histoire relativement récente, disons, à commencer par le fameux film de Liliana Cavani qui s'appelle Portier de nuit, mais d'autres aussi. Et les cahiers étaient anti-rétro, et anti-rétro est le nom d'un entretien très fameux et très important dans l'histoire des cahiers que Michel Foucault a donné à la rédaction des cahiers pour analyser cette vague rétro. Bon, Foucault était en vérité pas tellement sur la même ligne que les cahiers et se fichait un peu du cinéma, mais c'est un entretien qui a été publié à l'été 1974, au moment où les cahiers sortaient de leur période politique à outrance qui a failli les mener tout simplement au dépôt de bilan. Et Foucault étant Foucault, la publication de cet entretien dans le numéro d'été leur a permis de retrouver un petit peu de santé, de santé financière. D'ailleurs, il est évident que l'intérêt, aussi bien l'intérêt de Danet pour ce film à sa sortie, que cette très longue table ronde avec des intellectuels de gauche, Robert Linhart et Jacques Rancière, est une manière pour les cahiers de continuer, parce que la sortie les cahiers ont fait une très longue sortie en plusieurs étapes de leurs années politiques, ces années qu'on ne leur reproche plus aujourd'hui, parce que c'était il y a 50 ans, mais qu'on leur a tellement reproché. Et il est évident qu'un film comme celui-là, c'est-à-dire un film qui est quand même, disons, sur des positions pas soviétiques du tout, mais en même temps, prenant cette histoire au sérieux, fait partie de ces films qui a favorisé leur transition, ne pas tout renier du rapport entre cinéma et politique, mais en même temps, quand même, trouver les films à partir desquels on peut, du bout des lèvres, je dirais, reconnaître qu'on a commis des erreurs. Il y a plusieurs, c'est très intéressant. Il y a un moment, par exemple, où les cahiers s'intéressent de très près à un type de cinéma qu'on a complètement oublié aujourd'hui, et que je pense que si je l'avais suggéré à Jean-Paul, il aurait été impossible de trouver. Il y a eu un moment où les cahiers ont été très... on a beaucoup de films chiliens à un moment. Un cinéaste dont il faut que je retrouve le nom était très... Et les cahiers se sont beaucoup intéressés à un certain type de cinéma qu'ils appelaient, d'ailleurs, à juste titre, anti-impérialiste, mais qui en même temps était fait quand même de films de fiction, parce qu'encore une fois, ça permettait de ménager cette espèce de transition où on ne retourne pas totalement sa veste, même si certains finiront par le faire. Miguel Litin, le réalisateur entre autres de La Terre Promise, et donc les cahiers se sont beaucoup intéressés au cinéma chilien, au cinéma algérien, à ce cinéma qui... Bon, c'est pas du tout le cas excusez-moi, c'est pas du tout le cas de L'Homme de marbre, mais ce cinéma anti-impérialiste provenant en partie, parce que je généralise trop vite, du tiers-monde. Bon, alors,
je reprends où j'en étais, excusez-moi, la mode rétro, l'érotisation et le passage. On en vient au passage que je voulais vraiment vous lire parce que je le trouve, moi, il m'apprend quelque chose. J'ai vraiment un problème de lunettes. Le regard que porte Agnieszka sur les années 50 est obligatoirement un regard rétro, c'est-à-dire un regard qui érotise, qui peut enfin jouir directement, sans sublimation, des idoles tombées du culte d'hier. L'itinéraire sexuel d'Agnieszka est sans doute ce qui donne la clé du film. Elle chevauche crânement la statue de l'homme de marbre, c'est vrai que l'image est quand même extrêmement frappante, dont elle rencontre le fils à la fin du film, en chair et en os celui-là, et qui, c'est la dernière image, c'est pas tout à fait la dernière, lui pose la main sur la nuque. D'ailleurs, c'est vrai que entre la méfiance, de la grande méfiance du fils à l'arrivée d'Agnieszka à la main sur la nuque, tout à coup on franchit... bon, bref, c'est assez étrange cette disjonction entre la statue du père et le corps du fils. C'est bien entre eux que vient Agnieszka, en italique, qu'elle hérite. Bon, et là c'est aussi une autre manière de comprendre pourquoi ce film, je pense, va rester dans l'histoire du cinéma, parce que c'est un film quand même très important, mais pour Danet en particulier, c'est parce que c'est quand même une histoire de transmission. Et c'est un film qui tombe dans la catégorie, même si à la fin de son article, il estime qu'il n'y y est pas tout à fait en vérité, mais c'est un film qui participe de ce qu'il appelle l'art du deuil. Voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a besoin du cinéma. Alors Danet écrira beaucoup pour dire que c'est particulièrement une chose que le cinéma français ne sait pas faire, le deuil, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a besoin du cinéma. Alors c'est une notion très compliquée, hein. En tout cas pour moi, le deuil, c'est-à-dire pour faire ce travail qui nous permet de sortir de quelque chose de difficile sans le nier, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, le deuil, c'est vraiment un travail. Bon, il y a même Derrida prétendait que tout travail était un travail du deuil. Alors, à la fin de son article, Danet dit en fait, c'est moins un cinéma du deuil qu'un cinéma du ouf, dit-il. Ouf, on s'en est enfin sorti. Bon, il exagère un petit peu. Mais voilà, évidemment, la transmission, ce rapport entre les fils et les pères, dont il va être question aussi dans L'Homme de fer, est quelque chose qui l'intéresse énormément dans ce film-ci. Et si vous connaissez... d'ailleurs, on le sait même quand on ne connaît pas très, très bien Serge Danet. Je disais à l'instant qu'il estime que le cinéma français est sans doute de tous les cinémas à peu près celui qui s'est montré le plus incapable de faire ce deuil. Un de ses articles les plus célèbres, sinon le plus célèbre, c'est l'article qu'il consacre à Uranus, le film de Claude Berry, hein, et qui lui vaudra un procès de la part enfin une attaque en justice en tout cas de la part de Berry, et le titre de son article, c'est Le deuil du deuil. Voilà. Hein, c'est une adaptation du roman de Marcel Aimé qui se passe à la fin de l'occupation, et il l'appelle Le deuil du deuil parce qu'il dit voilà, le cinéma devrait permettre à la France de faire son deuil de la France vichiste, et faire son deuil, encore une fois, c'est pas dire c'est fini, mais devrait permettre de faire ce travail à la fois de reconnaissance et de transition. Et il dit voilà un film qui fait tout le contraire de ça, c'est pour ça qu'il l'appelle Le deuil du deuil. Bon. Je ne veux pas parler aussi... Je ne sais pas, peut-être on pourrait fixer comme principe que toute intervention doit être plus longue que le film qu'elle précède. Qui la précède, pardon. Bon, voilà. J'espère que ça vous aide un peu à vous y retrouver dans ce film complexe quand même, très, très riche. Mais il fait une opposition... Alors je continue. Il fait une opposition que je trouve très intéressante, Danet. Il commence en posant la question suivante. Il dit, est-ce qu'on peut imaginer une fiction de gauche dans un pays de l'Est? Alors, la fiction de gauche, c'est une notion aujourd'hui bien oubliée que moi j'aime beaucoup. La fiction de gauche, alors c'est évidemment un peu ambigu parce que les cahiers à l'époque se voulaient et étaient de gauche, mais c'est une formule négative. La fiction de gauche, on va dire, c'est la fiction paranoïaque américaine telle qu'elle se développe énormément à l'époque, hein, le Sidney Lumet, Pollack, Pakula, des films qu'on peut toujours d'ailleurs revoir, où en gros, une personne, mais il y en avait en France d'ailleurs aussi, il y en avait en Italie beaucoup, où une personne se dresse contre le système. Une personne arrive face à des pouvoirs occultes, arrive à faire valoir une vérité. Et Danet dit, à mon avis, non.
Il n'est pas possible. L'équivalent de ça ne peut pas exister dans un pays de l'Est. Et ce qui peut exister en revanche, c'est ce qu'il appelle le film de dégel. Et alors il dit autre genre, autre calcul, autre esthétique. Et je vais reprendre parce qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant, parce que, et puis peut-être quand je vais lire le passage ça va faire doublon, mais peu importe. Il dit le problème de la fiction de gauche, et moi je suis tendance à être assez d'accord avec lui, c'est que c'est un type de fiction qui suppose a priori un spectateur qui ne sait rien, et à qui on va apprendre comme si ça sortait d'un chapeau que le pouvoir est corrompu, que la politique ment, et voilà. Bon. Il dit le contraire, c'est que le film de dégel s'adresse non seulement à un spectateur qui sait déjà, et il insiste beaucoup là-dessus, je trouve que c'est très intéressant, mais en l'occurrence, à propos de l'homme de marbre, s'adresse à un spectateur qui, et Daniel le dit dans ces termes-là en italique, qui dans sa biographie même a connu, a expérimenté, a éprouvé certaines des choses qui sont montrées dans un film comme celui-ci. Donc c'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de faire semblant de découvrir, de montrer à un spectateur qui ferait semblant lui aussi de ne rien savoir un poteau rose, mais il s'agit de revenir, c'est le sens du deuil aussi, sur des choses dont tout le monde a été non seulement témoin, mais quelque part acteur. Alors, il faut que je retrouve mon passage. Si, voilà. Il s'agit du deuil de tout un peuple, du non-dit de son rapport à la politique stalinienne et à ses aberrations. Politique et aberrations dans lesquelles tout le monde a été pris dans sa biographie même, aussi bien les naïfs que les rusés, les bourreaux que les victimes, les saints, comme l'ouvrier de choc Birkout, l'homme de marbre, que les mécréants, le cinéaste Bursky qui fabriqua son image. Il ne s'agit pas tant de prendre conscience que de se mettre en règle. Disons, pour aller vite, qu'il n'est pas exclu que l'ouvrier qui eut l'idée de lancer à Birkout la brique chauffée à blanc, épisode authentique, selon Vajda, fasse aujourd'hui partie du public immense qui, en Pologne, fait un triomphe à l'homme de marbre. À la différence de nos fictions de gauche, qui supposent un spectateur au-dessus de tout soupçon, référence à un film italien connu, les fictions de deuil savent leur spectateur lourd d'histoire, à jamais marqué par elles. Il y a plus de fiction dans la biographie d'un seul citoyen polonais de la génération de Vajda que dans toute la production d'après-guerre de films Polski. Je vous écoute. Comme aurait dit Douchet, j'ai vu la photo. Il est extraordinaire sur la photo avec son œil malicieux là. Voilà. Mais Douchet, il commençait son intervention. Je sais, mais je ne suis pas à la hauteur. Je sais, il commençait. Non, mais bon. Alors, je ne pense pas d'ailleurs que ce film l'aurait beaucoup. Enfin, il l'a vu, j'en suis sûr. Une question évidemment naïve. Ce film qui sort en Pologne en 1976, c'est possible que dans le système de l'époque, ce film, parce qu'il est quand même critique, ce film, ça aurait été inimaginable en URSS de l'époque. Mais en Pologne, c'était possible quand même. C'est mon étonnement. Je sais, là, voilà. Alors, c'est drôle parce que moi, je pars toujours de... Vous avez vu, je pars toujours de la même chose. Les textes de Daniel, les cahiers, tout ça, bon... Même si, en l'occurrence, je me suis beaucoup intéressé à toute cette période polonaise, donc j'ai vu d'autres choses, j'ai lu des livres aussi un peu sur tout ça, sur l'importance de cette passerelle à la fin, l'iconographie qui a accompagné beaucoup de photos qui ont été prises, etc. Donc j'ai un peu élargi mon champ. Mais en lisant des choses sur l'homme de marbre, en fait c'est un étonnement partagé. Voilà. D'abord, tout le monde s'étonne que quelqu'un comme Vajda, qui jusque-là n'avait pas tellement donné dans ce genre de film, ait fait ce projet. Voilà. Et tout le monde s'étonne aussi que ce projet ait pu être possible. Voilà. Moi, je trouve, effectivement, en revoyant le film, à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même très, très étonnant. Et alors, on est en 60... C'est vrai que le film, au générique, est daté de 76. Donc, je sais pas, il a dû sortir en 77 en Pologne, peu importe. Il remporte un succès énorme. D'ailleurs, quand Danet écrit plus tard, au moment de la sortie française de L'Homme de Fer, il dit en fait, il commence son article en disant ça a été un tel, toujours un peu ironique, il dit ça a été un succès tel que Vajda
s'est senti en position de se faire plébisciter un film, en gros. Maintenant, commandez-moi un film, je le fais, donc il fait L'Homme de fer, bon, évidemment. Que précise Danet, les ouvriers ne voulaient surtout pas que ça s'appelle, je sais pas quoi, le fils de l'homme de marbre. Ils voulaient le faire au lieu du marbre. Bon, donc oui, c'est très étonnant. Mais la raison, une des obsessions, je ne vous réponds qu'indirectement parce que j'ai pas d'éléments comme ça factuels, mais une des obsessions de Danet, bon, qui est je pense un peu une facilité, mais peu importe, c'est que à plusieurs reprises, et c'était vrai de Tati par exemple, il dit les grands cinéastes, alors il ne met pas du tout Vajda à la hauteur de Tati, mais enfin, il dit les grands cinéastes, à un moment il aura cette expression que je trouve là une facilité, il dit un cinéaste invente ce qui est. C'est-à-dire un cinéaste, inventer ce qui est, ça veut dire c'est rendre visible ce qui est là, mais que d'autres qui ne sont pas cinéastes n'ont pas vu. Et je pense que c'est vrai absolument de Playtime. Danet dit à plusieurs reprises, Tati, il a vu Roissy avant que Roissy existe, il a vu la Défense, il a vu la Défense avant que la Défense se soit construite. Bon. Et c'est vrai de la même manière pour Vajda, c'est-à-dire qu'on considère que ce film a vu arriver Gdansk. Et c'est vrai que les chantiers navals de Gdansk, je pense qu'ils sont énormes. Donc, vous voyez donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que ce film est prémonitoire d'une certaine façon. Alors ça rend encore plus étonnant qu'il ait pu exister. Mais en même temps, il n'est pas, si vous voulez, la figure de Birkout. C'est un peu ce que je disais aussi, c'est que certes, il a des moments de rébellion. Au passage, l'article de Danet est précédé d'un article de Jean-Paul Fargier, qui lui est totalement assassin, et parce qu'il se termine en disant, assez intéressant, il dit, qui peut-être est un élément de réponse à ce que vous dites, parce que d'après Fargier, au contraire, c'est un film qui n'est pas du tout critique. Si l'on voulait désigner le taylorisme socialiste, dont le stakhanovisme n'est que la forme passée, comme un mal absolu, si on voulait désigner ce taylorisme comme un mal absolu, soi-disant, c'est ce que ce film prétendrait faire, impardonnable, injustifiable, alors le héros de Vajda n'aurait pas dû être cet ouvrier benet, béni oui, vous voyez ? C'est une vision, et c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais moi, j'aime pas du tout son article, hein, donc je le lis juste pour information, hein, voilà, j'aime pas du tout son article, j'aime pas le ton de son article, j'aime pas, voilà, il lui donne la leçon en fait. Mais celui qui lui brûle les mains, celui qui fait chauffer la brique de la révolte, et tout le film aurait dû être fait de son point de vue. Cela suppose évidemment que l'on ne cherche pas à faire prendre le plâtre pour du marbre et des bien-pensants pour des rebelles. Donc, moi, je n'aime pas du tout cet article parce que, en gros, c'est un article qui dit le film aurait dû être comme ça, il n'est pas comme ça. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'on doit faire en général sur un film. Mais ça montre quand même que je trouve qu'il n'a pas totalement tort quand il dit ouvrier benet, béni oui, il exagère, mais il n'a pas totalement tort. C'est quand même quelqu'un qui, encore une fois, en dépit des épreuves par lesquelles il passe, accepte de remonter à cheval, si je puis dire. Il ne passe jamais totalement de l'autre côté. Juste pour compléter, alors, c'est donc un personnage benet oui, si j'ai bien compris. Oui, enfin, oui, c'est ce qui est, c'est écrit sur la feuille. Oui. Et l'accueil en France, notamment dans la presse de gauche, l'UMA, Libé, de ce film, est-ce qu'on sait quelque chose à l'époque ? Non. Non. Je pense. Alors, non. Je suis obligé de dire non. Sinon, je vais inventer. Comme dit Bursky, c'est moi qui ai inventé Birkout. Je ne sais pas comment le film a été reçu. Je dirais plutôt bien, mais je dis bien parce que je pense que le film, et c'est sans doute ce qui a énervé Fargier, alors que dans la table ronde, ils lui donnent ils disent ok, c'est quand même un film dont il faut vraiment prendre la mesure, c'est pas rien. Mais je pense que la presse de gauche, alors déjà l'UMA et Libé, c'est évidemment pas du tout la même gauche. Bon. Par ailleurs, à cette époque, à Libé, il n'y avait pas vraiment de service cinéma, donc je ne suis même pas sûr qu'ils en aient parlé. Mais je pense que le film, quand même, ménage un peu la chèvre et le chou, un peu. Donc, peut-être que chacun pouvait y trouver ce qu'il y cherchait. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a pu être... Voilà. Enfin, nous, on le voit très différemment, à presque 50 ans de recul. Et puis, c'est un film qui a eu un... Je ne sais plus, j'avais les chiffres à une époque, puis je les ai oubliés. Et ce film, c'était un énorme succès en Pologne. Un succès énorme.
Oui, en le revoyant, là, je me disais, tiens, c'est marrant, le fait que le fils de Birkout est interprété par le même acteur, et ça me fait penser à l'agent secret, en fait, qui se termine avec le même procédé, et qui parle aussi d'une certaine manière quand même d'un état quand même oppressant, enfin voilà. C'est très intéressant. Ce parallèle, je ne sais pas si tout le monde a vu l'agent secret, moi, me semble très éclairant, parce que, pardon, je t'interromps, Paul, mais alors il ne faut peut-être pas tout dire si vous l'avez pas vu, mais effectivement, à la fin, le fils du héros apparaît et il est interprété par le même acteur, Wagner Moura, là, qui est en train de remporter tous les prix. Il a eu le Golden Globe, c'est la fois qu'un Brésilien Golden Globe, il aura sans doute l'Oscar. Non, ce que je trouve très intéressant, c'est que L'Agent secret est aussi un film sur le cinéma. Est aussi un film où le cinéma, on peut dire tous les films sont sur le cinéma, mais aussi un film où le cinéma, je veux dire, est montré. Il y a beaucoup de scènes dans une salle de cinéma. D'ailleurs, il me semble que l'hôpital à la fin était un ancien cinéma. Donc il est question du cinéma. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un discours. Enfin, moi, c'est la première idée qui me vient. Alors qu'ici, il s'agirait de réhabiliter, si on suit Danet, moi je suis assez d'accord, un médium ou une forme d'art totalement suspecte, parce qu'ayant participé au mensonge totalitaire, si je résume, dans le film, dans l'Agent secret, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une exaltation de la séduction cinématographique. Il n'y a pas du tout ce soupçon. Et d'ailleurs, moi, je dirais que d'une certaine façon, c'est ma petite réserve à l'égard du film, c'est que je le trouve trop confiant, trop cinéma, si je puis dire. Les citations les citations de cinéma de genre, les inserts un peu fantastiques, même si c'est vachement bien, la jambe coupée qui terrorise les gens. Ouais. Mais au contraire, il est dans une sorte de croyance pas naïve, mais entière dans le pouvoir du cinéma, y compris peut-être même d'abord de résister, en tout cas d'un point de vue imaginaire, à un pouvoir dictatorial, quoi. Ouais, il me semble que moi j'ai pu y voir aussi peut-être un discours un peu critique peut-être sur le cinéma en tant que pur divertissement, alors, que ce soit l'exagération, le côté série Z, tu sais, avec oui, tu crois le passage avec la jambe coupée ou Les Dents de la Mer, tout en étant un film très intéressant, mais qui est quand même là pour juste pour divertir en fait, et je trouve que par rapport à ça, je trouve que moi je suis frappé sur Les Dents de la Mer. Alors encore une fois, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vrai qu'on dérive un peu par rapport. Non mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a ce je veux dire, moi je suis d'accord, par exemple, je trouve très juste ce que dit Danet de l'apparition du fils, notamment parce que je trouve que, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, je trouve que le fils est très érotisé dans son apparition. Chemise en jean, à moitié ouvert. Il est années 70, c'est marrant, il est presque américain et il est très érotisé, alors que le père, pas du tout. Le père, il est effectivement assez angélique, alors que là, le fils, alors évidemment, on comprend qu'il ne les ait pas typés de la même manière, d'accord. Bon. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais je trouve que ce que dit Danet est très intéressant. Oui, sur Les Dents de la Mer, pardon, je reviens à ce que tu disais, non, parce que ça éclaire quand même le film. Sur Les Dents de la Mer, ce que nous dit le film à la fin, ce que dit le fils, c'est que pendant très longtemps, il avait à la fois peur des requins et peur de voir ce film, et que de la minute où il l'a vu, ces cauchemars ont été dissipés. Donc, moi, j'entends quand même l'idée, le cinéma soigne. Et d'ailleurs, on est dans un hôpital qui était avant un cinéma. Le cinéma, justement, n'entretient pas des fausses peurs, n'est pas là pour justement, mais le cinéma guérit. Alors qu'on sait très bien que Les Dents de la Mer a eu, enfin, je sais pas, il y a des études qui sont connues, sur les gens qui allaient plus à la plage. Enfin, tu vois, on sait très bien que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Mais alors. D'accord, mais encore une fois, j'aime beaucoup cette... Et on pourrait penser, pardon, je sais que j'ai écouté d'ailleurs l'intervention de Mathieu Macheret, moi ça m'a fait penser à la fin du film d'Almodovar aussi, La chambre d'à côté, où là c'est pas un père et son fils, c'est une mère et sa fille, mais c'est la même chose, c'est la même actrice. Mais de toute façon, je veux dire, en tout cas dans le fait de reprendre le même acteur pour interpréter, moi il me semble qu'il y a une idée de répétition, de permanence, enfin quelque chose qui... je sais pas comment est-ce qu'on interprète justement. Pourquoi il a fait ça à la fin finalement ? Pourquoi il a pris le même acteur ? Alors on peut pas penser qu'il avait à ce moment-là l'idée d'une suite, même si ça s'est bien trouvé. Moi je trouve que c'est un choix
je trouve que c'est un choix. Enfin, le côté érotique, peut-être pas au sens que dit Daner Rétro, me frappe beaucoup parce que elle est très, enfin, elle est quand même assez sexualisée, je trouve. Elle a une outrance, elle en fait des caisses, voilà. Elle est bon, puis elle est impressionnante physiquement. Lui, le Birkout, disons Stakhanov. En fait, si il est érotisé aussi, mais il est érotisé à froid. Enfin, il est érotisé un peu de manière un peu sculpturale, quoi. Il est pas bon. Mais entre eux, pendant les 90% du film, ils partagent pas de scène par définition, puisqu'ils sont pas dans la même époque. Donc ça crée tout à coup un rapprochement qui est très étrange. Moi, je trouve que c'est très étrange. Et en même temps, ça actualise quelque chose qu'il a depuis le début. À savoir que elle le chevauche au départ et puis elle le désire, ne serait-ce que comme l'objet pour son film. Elle le désire pas sexuellement parce que le type il est 30 ans plus tôt. Mais donc moi je vois ça avant toute chose comme une espèce de le film est quand même, c'est d'ailleurs on en parlait tout à l'heure dans l'article de Danet sur l'homme de fer. Après, il dira oui, Vajda, c'est sa vitesse qui est intéressante. Il a un côté super téléaste, et je trouve que le film est très fort sur l'incarnation. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Les visages, il est très. Donc, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est cohérent avec ça. Je dirais l'importance de l'incarnation vraiment dans le film. Puis à la fin, je trouve que. Enfin, moi, j'ai peut-être raté un truc dans l'intrigue, mais j'ai pas compris comment elle a retrouvé le fils, en fait. J'ai même pas compris. Elle arrive à arracher l'adresse à sa mère, peut-être, non, parce qu'il y a toute cette foule, en fait, c'est cette manière qu'il a d'apparaître. Il y a un côté un peu fantasmatique. On a l'impression que c'est elle qui le fait advenir. Enfin, bon. Non, mais c'est pas clair. Il y a plein de trucs pas clairs. Hein. Juste pour te dire que je pense que voilà, il faudrait conclure dans les 3 minutes, je pense. D'accord, il faut conclure dans les 3 minutes. Bon, écoutez, je sais pas, est-ce que le film vous avez trouvé ça? Non, c'est pas déplaisant, c'est un peu long. C'est très bien, ça vous a plu? Là, je me réserve sur le jeu de l'actrice. Notamment à la fin, quand elle rit plusieurs fois toute seule. Oui. Pas été très convaincu par son jeu à elle, même quand elle s'énerve au début. Sinon, pour le reste, j'ai bien aimé, mais vous le disiez tout à l'heure, c'était son premier rôle. Ouais. Mais je me posais la question parce qu'elle manifeste quand même très fortement contre la hiérarchie. Hein, à la fin, elle met son bras, elle fait. Alors elle dit au type là, bon, après elle obtient pas gain de cause, hein, mais elle dit au type, tu vas me laisser terminer mon film. Et peut-être peut-être que c'était le genre de figure qu'on pouvait pas montrer dans le cinéma polonais à l'époque, et que on utilise le type de la jeune fille un peu exaltée, et que ça faisait peut-être pas. Il y a peut-être ça, que ça fait passer, que ça donne. Et quand elle donne un coup de pied aussi à son accessoiriste, là, pas celui. Ah oui, au début, un coup de pied dans la cheville. De s'énerver et d'agresser physiquement par un coup de pied dans le tibia, hyper douloureux a priori. Et donc j'ai pas bien. Et alors ce qui est intéressant dans le film aussi, puisqu'on fait un parallèle aujourd'hui, puis je me déplace parce qu'il faut y aller, c'est que même quand elle rencontre un pornographe, une espèce de pornographe, il n'y a jamais, alors que c'est un film sur le milieu du cinéma, et où c'est une jeune fille qui rencontre des hommes plutôt mûrs, il n'y a jamais de soupçon, ou quasiment pas de soupçon de cuissage. Ça, je trouve c'est assez curieux par rapport à des débats actuels, quoi. C'est pas du tout, ça se joue pas du tout là-dessus. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci pas le seul beaucoup, Emmanuel. Et puis merci. J'espère. On se retrouve pour Annie Hall le mois prochain. Voilà.